Quelle est la chose la plus effrayante qui te soit arrivée? Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est des moments où je me suis dit, dans quelques secondes, dans une minute, tu es mort. Un soir, avec un copain, c'était au mois de mai, et il me dit, tiens, avant de se coucher, on va se faire une petite varap que j'ai repérée par là, et si tu veux, on va se la faire. D'accord. C'était une petite varap dans les falaises où il y avait un Y. Alors, on avait 20 mètres ensemble, et puis il me dit, moi je prends à gauche, et toi tu prends à droite. Premier en haut. Et on n'avait pas d'assurance, on n'avait pas de corde, on prenait des risques là-bas, souvent, et ça passait, donc on n'était pas très raisonnable. Donc je suis parti à droite. Et quand je me suis trouvé à peu près à 80 mètres de hauteur, une chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'il y avait un surplomb, sans prise, impossible à passer. J'ai essayé, pourtant à cette époque-là, j'étais bien doué, impossible à passer. Et le copain qui était de l'autre côté m'a dit, je suis coincé, ça passe pas. Et moi je lui ai répondu, ça passe pas non plus. Et il m'a dit, moi je me cale dans une faille. Je dis, moi j'ai pas de faille. Je lui ai répondu, quand la crampe va venir, je tombe. Et je voyais il y avait à peu près environ 80 mètres, et je voyais la grande dalle sur laquelle j'allais m'écraser. Et bon, je voyais la mort toute proche, quoi. Et c'est la seule fois où la transpiration coulait à flot continu, là. Je me rappelle de ça, que je trempais. Et là intervient, je suis très croyant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu connaissance. Le copain m'a dit, je t'ai entendu souffler, tu soufflais, et puis la nuit est venue, et puis j'ai plus rien entendu. Et j'ai pensé que tu étais tombé. Et moi j'étais coincé, j'ai appelé, mais personne ne m'a répondu. Et ce qui est une réalité, c'est que je me suis retrouvé la nuit noire de l'autre côté du surplomb, qui était de la vraie vitre. Avant de tomber, j'ai dit, tiens, dans quelques secondes, je suis mort, mais je vais prier. Et j'ai prié en disant, mon Dieu, pardonne-moi d'avoir fait cette bêtise. Et la nuit était venue, j'ai passé le surplomb. Je pense que c'est une réponse à ma prière. J'ai appelé, j'ai dit, Jacques, je suis en haut. Il m'a dit, t'es pas mort? Non, je suis en haut. Et je pouvais redescendre. Je dis, je viens vers toi, je t'aide. Il me dit, il me manque 2 mètres. Alors il y avait une grosse souche, je me suis pendu par les mains. Il m'a attrapé les pieds, il est grimpé sur moi, et on est redescendu sans trop en parler, Mais c'est dans ma vie un des éléments qui fait que je suis très croyant, et c'est un des miracles, je crois, que Dieu a accompli pour moi, malgré mes bêtises, malgré mes insouciances, malgré mes imprudences, et je lui en suis très reconnaissant. Oh ben, c'est pendant la guerre. Nous étions dans un immeuble,
Et ça tirait dans tous les sens. Il y avait eu l'explosion d'une caserne à côté de chez nous. Et on voulait sortir, on voulait partir. Il y a le voisin du dessus qui nous a refermés dedans. Il nous a dit non, 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 ne sortez pas, on nous tire dessus. Et lui, sa femme venait de sortir, elle venait d'être tuée par les Allemands. Alors ça, c'est un truc qui me reste, et je ne peux pas m'en rappeler. Et cette dame, je la connaissais bien, ça m'a bouleversée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, ça a été quand j'ai perdu mon frère, et puis quand j'ai perdu mon mari, ça c'est aussi quelque chose de pas possible à vivre. Ouais. Et à part ça, je ne sais pas. Je vais parler de mes 10 ans. C'est un souvenir qui me reste aussi bien ancré dans la tête. J'étais à peu près au même âge que la dame dont j'ai parlé. Et nous, pendant le bombardement, on partait avec ma maman, parce que mon papa était occupé au travail, il ne pouvait pas venir avec nous. On prenait la valise, la voiture de mon petit frère, et on partait avec le landau, et on allait dans un champ qui était bien plus loin que chez nous. Il fallait traverser le Drac, et là-bas, les bombes se sont mises après tomber pas bien loin de chez nous, de l'autre côté, presque vers la montagne. Et il y a un monsieur qui était, ma maman s'était couchée par terre, elle avait pris mon petit frère sous elle, et il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui m'a tiré par les pieds et qui m'a couché. Couche-toi donc, qui me dit. Moi, je ne savais pas. Et au bout d'un petit moment, j'étais par terre et je dis à ma maman, j'ai 10 ans aujourd'hui. Alors voilà, c'était le 26 mai 1944. Et les bombes, elles descendaient sur la Bussrat, là-bas. Je ne sais pas qui c'est qui bombardait, si c'était les Allemands ou si c'était les Anglais, j'en sais rien. Mais bon, tout au moins ça tombait, j'ai le souvenir. Il y en a eu beaucoup de choses qui m'est arrivées. Entre parenthèses, la blessure en Algérie. Moi, je suis arrivé là-bas le 21 décembre 1955 et le 28 décembre 1955, le soir, on rentrait à l'hôpital de Tizi-Ouzou. Ça, c'est la chose la plus terrible qui nous peut arriver. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu mon départ de la mine. Tout le monde croyait que j'étais mort. Et quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, à mon insu, je ne savais pas. On était rentré au fond de la mine et j'étais à un endroit où j'étais avec un bonhomme, un vieux mineur qui s'occupait de faire marcher les blindés dans la mine, les convoyeurs charbon. Et moi, j'étais bout de feu. Et on était dans un cul-de-sac à un endroit et on attendait toujours que le chef nous téléphone, ça y est, vous pouvez mettre en marche les blindés, enfin bon. Et cet après-midi-là, personne ne nous appelait. Alors nous, à la mine, personne ne nous appelle, on attend, et puis c'est arrivé le soir, tout l'après-midi, on dit, le grillage est en panne. Ça arrivait des fois, une fois en passant, que le charbon ne sortait pas parce qu'il y avait des pannes à droite ou à gauche. Et le soir, quand le chef nous téléphone, vous pouvez descendre, hein, on va s'en aller. Moi, je descends, on descend tous les deux, et les gars, ils nous regardaient comme si on était des extraterrestres. Alors moi, je dis à un monsieur, ma photo, il me dit non, mais nous, on a été évacués en début de journée, il y a eu une explosion, un dégagement de CO2, et le chef vous a oublié là-haut.
Et on a eu de la chance, on était comme ça serait dans un cul-de-sac là, le gaz passait dans la gamme d'à côté. On n'a pas bougé sur l'après-midi, mais tout le monde nous croyait mort. Alors ça aussi, et le lendemain, quand je suis rentré, ça a été la journée la plus longue de ma vie. Je ne pouvais plus respirer. Je me disais, si je sors ce soir l'hiver, je ne viens plus. Et j'ai quitté la mine comme ça, sur un coup de tête, sans savoir où j'allais, sans voir. Alors ça aussi, ça a été une sacrée expérience. Il m'en est arrivé des choses effrayantes avec mon épouse quand on a vu mon père mourir à l'hôpital. C'est quelque chose, il faut le vivre pour le croire. Parce qu'il souffrait tellement que je me demande pourquoi on ne tiquait pas pour. Et là, j'avais demandé au bon Dieu, je ne suis pas croyant, mais j'avais demandé au bon Dieu, amenez-le. Et 3 heures après, à peu près, qu'on l'a vu, à travers une vitre, il est parti. Ça, c'est quelque chose, je peux y vivre pour y voir. Et mon frère est parti pareil, mais il est parti à la maison, c'est pas pareil. Enfin, ça, c'est des choses effrayantes dans la vie quand on perd quelqu'un de cher et qu'on va mourir. C'est dur, bien dur même. Après, la deuxième chose, c'est toujours, je reviens à cette guerre d'Algérie. Ça m'a vraiment travaillé longtemps, ça. Mais enfin, je suis arrivé à me remettre quand même, parce que bon, mais tuer quelqu'un, c'est dur. il faut le vivre pour le savoir. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir. J'ai quand même vu à la mitrailleuse de 50 des gosses partir en morceaux. Et ça, c'est dur à se remettre après de. J'ai mis 4 ans pour me remettre de ces trucs-là. C'est une des choses. Ah, puis j'en ai vécu d'autres aussi à la mine. J'ai vu un copain, on cassait la croûte ensemble. Et puis je venais de lui faire péter ses explosifs, enfin la volée de charbon avant le casse-croûte, et je lui avais dit, retournez à votre place maintenant, parce qu'on avait un chef en remplacement qui nous cassait les pieds. Alors je lui avais dit, allez, monte là-haut, puis tu te reposes un peu sur place. Parce que bon, c'est pas que j'étais chef, mais c'est moi qui m'occupais des explosifs. Et le chef, il vous fait confiance sur les chantiers que vous avez. Bon. Et 10 minutes après, il était à côté de moi, le cou cassé. Il est arrivé à sa place, ça s'est tout effondré, et je l'ai vu arriver là, au pied de la galerie. Ça aussi, quand vous voyez un copain qui se fait tuer devant vous, là, ça aussi, c'est. Et puis après, la catastrophe des Rios, le 4 mai 71, ça aussi, il y avait 8 morts, et sur les 8, il y en avait 5 qui étaient restés 10 ans avec moi. Et donc, on les avait enterrés avec la musique de la mur et jouer. Jouer comme pour des copains d'un instrument derrière des cordillères, c'est assez terrible. Une de mes filles a vécu aussi ça, parce qu'elle était à la musique avec moi à l'époque. Elle me dit, tu sais papa, c'est quelque chose, encore toi, t'es encore pire, parce que tu les as tous connus bien. Moi, bon, c'était des noms. Il y a aussi ça, c'est terrible. Moi, j'avais quitté la mine en 1er février 71.
Cette catastrophe, elle est arrivée le 4 mai 71. Si je n'aurais pas quitté le 1er février, j'aurais quitté le 4 mai. Suite à cet accident-là, il y a eu des dizaines de gars qui sont partis de la mine. Et, bon, et puis la mine, après, a persécuté avec très peu d'ouvriers, quoi. Ouais. Alors j'ai été effrayée, oui, pas effrayée, peu de choses m'ont effrayée. Oui, alors j'ai le souvenir, je pense que c'est peut-être le premier remplacement d'instituteur que j'ai fait dans un petit village de Matessine. Et je devais coucher chez l'institutrice que je remplaçais, donc qui avait gardé son logement. Et je devais prendre pension chez une grand-mère. Et le soir, quand je suis venue avec ma valise pour prendre possession de la chambre où j'allais coucher, la grand-mère était assise à côté de son poêle qui était éteint et qui était complètement, mais absolument complètement saoule. Et je suis sortie. Oui, je n'avais jamais rencontré ce genre de choses et j'ai eu peur. Je me suis mise à pleurer et je suis sortie très rapidement de l'endroit pour aller retrouver. Je me souvenais qu'elle avait une fille qui était dans le hameau et je suis allée trouver cette fille qui m'a consolée et qui m'a recueillie et je suis restée chez elle. Voilà. Et je n'ai plus revu d'ailleurs la grand-mère et je pense que je ne voulais pas la revoir. C'est quelque chose que j'ai gardé, oui. Oui, difficile. Les choses les plus effrayantes qui me sont arrivées, c'est dans mon métier de pompe funèbre. Et puis, surtout, dernièrement, l'incendie de notre entreprise. Ça a vraiment été une catastrophe pour moi. 60 ans de travail mis à la poubelle pour le plaisir de petits merdeux qui nous ont fait cette vacherie. La chose la plus effrayante, ça a été le jour que mon mari a eu un accident de mine sur la figure. Il regardait, il avait mis une mine dans un arbre et il y a un éclat de l'arbre qui est venu lui taper dans la figure. Et le jour quand il est arrivé, que je l'ai vu, sa tête avait doublé de volume, ça m'avait vraiment fait peur. Ça, je l'ai gardé longtemps dans ma tête. Voilà, un accident de travail de mon mari. La plus effrayante qui me soit arrivée, c'est quand je suis resté étendu, là. Bon, j'ai pas perdu la notion du temps ni de machin, mais je me suis vu, je me suis vu partir de l'autre côté, quoi. J'étais par terre, je me traînais pour essayer ne serait-ce que de récupérer mon portable pour prévenir mes copains, tout ça. Mais j'étais là, j'en ai vu, parce que ce que j'ai vécu en Algérie, j'ai pas bien eu le temps de me rendre compte de ce qui m'arrivait. Ouais, je vois que ce moment-là, et puis, quand on m'a appris que mon fils a eu l'accident de voiture, quoi. Ça a été aussi ça n'a pas été un moment. J'aurais mieux aimé être ailleurs, hein, puis apprendre autre chose. Hein. Et puis les gendarmes, là, ils n'ont pas fait leur.
Ils ont eu une façon abrupte de vous annoncer que votre fils a eu un accident. Ça m'a pas plu, ça m'a pas plu du tout, du tout. J'ai pas admis ça. D'ailleurs, bon, c'est encore une fois, c'est petit, hein, mais le gendarme qui nous avait prévenu d'aller à la morgue reconnaître notre fils, je voulais lui mettre sur la courge. Il a eu peur d'ailleurs, là. Il a vu que j'avais changé mais bon, allez, c'est passé, c'est passé. Ouais, c'est pas toujours évident la vie. Pour certains, ils ont une cuillère d'or dans la bouche, puis d'autres, ben, une cuillère en bois, quoi. Plus effrayante, ben, c'est celle de perdre mes enfants. Hein. J'avais été voir des docteurs qui étaient spécialisés, et quand j'ai perdu le premier, ils m'ont fait passer des examens, ils m'ont dit que rien ne m'empêche d'avoir d'autres enfants, et pourtant le deuxième est décédé aussi. J'ai une très légère rétroversion de l'utérus, qui fait que mes enfants sont toujours mieux placés en siège que par la tête. Et chaque enfant que j'ai eu, sauf ma fille, Katrina, la sage-femme, elle a réussi à la retourner, et elle est venue par la tête, elle se portait très bien. Voilà. Et j'ai quand même eu 3 enfants qui sont vivants, qui se portent bien. Oh oui, j'ai vu pleurer mes parents quand il a reçu la visite d'une personne importante du service social de la ville, qui est venue annoncer que mon frère avait été tué en Indochine. Il avait 19 ans. Et il était parachutiste, il a sauté sur une mine et il est mort pendant son transfert à l'hôpital. Et papa, qui lui j'avais jamais vu papa pleurer, je l'ai vu pleurer avec maman. La mort de mon frère, oui. Il avait 19 ans. Ben, je crois avoir passé une fois ou deux, accidentellement, mais je ne sais pas si c'est faisable. Ben, j'avais à peu près 15 ans. Et comme on s'amusait au bord de la mer en plongée, on faisait des plongeons. Et une fois j'avais plongé à un endroit où c'était pas trop profond. On plongeait de manière à sortir vite de l'eau, et j'étais passé près d'une pierre qui était pointue, qui m'avait ouvert la poitrine là. Donc je pense que en passant sur la poitrine, j'étais passé pas loin de la tête aussi. Miracle. Et d'ailleurs je l'ai toujours la cicatrice. Oh, j'avais peut-être 14-15 ans. Voilà. À la mine aussi, ça m'est arrivé. Comme j'ai travaillé au boisement des veines de charbon. Il y a un toit qui m'est tombé dessus. Et j'étais couvert jusque-là. Ils sont venus me sortir. Deuxième fois. Voilà. C'est après que j'ai réfléchi, j'y pense encore alors. Donc j'aurais pu y passer 2-3 fois. C'était pas le moment. C'est quand mon père s'est blessé à la mine. Mon père s'est blessé à la mine. Mon père, c'était un gars qui jouait de l'accordéon et qui était très, 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 comment dirais-je, il aimait danser. C'était un vivant, un gai vivant.
Et quand il a été blessé à la mine, il a été blessé à la tête. Ce qui fait qu'après, il avait un bras qui bougeait tout le temps. Il n'avait plus la communication avec nous. Voilà. Ça a été dramatique. Et j'avais 10 ans à l'époque. J'avais 10 ans parce que... Attends. J'avais 10 ans parce qu'à ce moment-là, j'ai ma sœur Ginette qui est née et je m'occupais d'elle. Voilà. Et ça, c'est la pire des choses. Hein. J'ai pas de souvenir particulier. Je pense que les cancers du sein de mon épouse ont été traumatisants. Est-ce qu'on peut dire effrayants? Je ne sais pas, mais très, très traumatisants pour elle et pour moi. Plus effrayante, eh ben, quand je suis restée enfermée dans ce cabinet-là, c'était un peu effrayant parce que je disais quand c'est qu'on va me sortir. C'était un peu effrayant. Et puis autrement effrayante. Qu'est-ce que j'ai eu? La maison, j'ai pas eu des choses effrayantes. Ben, quand je me suis tombée, bien sûr, c'était un peu effrayant quand je me suis tombée, parce que je me suis cassé la jambe. Alors ça, c'est un peu effrayant, parce qu'après, il faut aller à l'hôpital, tout, et après, la hanche qui a cassé. Mais la hanche, elle a cassé comme ça tout d'un coup. Mais je pense que ça vient de quand j'ai cassé la jambe, parce que j'ai une cicatrice de là-bas, une grande, eh bien ça a été un peu dur aussi. Autrement d'effrayant, j'ai jamais eu de choses. J'ai pas eu d'accident d'auto, jamais. Je n'ai jamais eu d'accident. Alors effrayant, je me rappelle pas en avoir eu à part les accidents là. J'ai pas eu là, je me rappelle pas en avoir eu des accidents effrayants. Pendant la guerre, je me rappelle de la guerre, parce que j'avais quand même 13-14 ans pendant la guerre. Il y avait du maquis qui était dans la montagne. On me rappelle de ça, qui venait des fois dans le pays pour se ravitailler, mais il n'y avait pas d'Allemands à cette époque-là. Et un jour, je me rappelle qu'il est arrivé. Moi, j'étais jeune à cette époque encore, et j'étais toujours chez mon cousin, un copain il habitait à côté de chez moi, et on était ensemble dans sa maison. Et il est arrivé sur la place du village, une auto noire, et il est sorti 2-3 personnes habillées en noir. C'était à cette époque, ceux qui étaient avec les Allemands, comme pas comment ils les appelaient, et ils ont demandé au pays, ceux qui étaient un peu âgés, là, les gens, ils se faisaient pas voir s'il y avait du maquis, tout ça, ils cherchaient le maquis. Et les gens, il y en a beaucoup qui s'étaient cachés, et ils ont dit, nous on n'a jamais rien vu, ils ont quand même pas, ils sont partis, ils n'ont pas cherché plus. Mais je m'en rappelle toujours que la maman de moi, là où j'étais, il nous a dit, sortez pas, restez bien dedans. C'était comme ça, à cette époque. Il fallait faire attention à tout. Hein. Et je me rappelle les avions, on voyait les gros avions, quand ils passaient, ils allaient, il y avait à côté d'Orange, il y avait une usine où ils faisaient les cartouches, les choses, et les avions, ils allaient bombarder là-bas. C'était les Allemands qui avaient l'usine. Et les avions, on les voyait bien passer, nous autres.
c'était des gros avions, ils allaient bombarder, et un moment après, on entendait, parce qu'on était loin, mais on les entendait qui bombardaient. C'était la guerre, nous, on n'en a pas trop souffert, parce que on avait le jardin, on avait des poules, ma grand-mère avait des poules, des lapins. Alors, le jardin, le monsieur qui le travaillait nous en donnait la moitié. On ne peut pas dire qu'on a bien. Et puis il y avait les tickets, les cartes. J'en ai encore, je ne sais pas où ils sont. On avait des cartes pour aller au pain. On allait à la boulangerie. On avait droit à temps par jour. C'était pas drôle, hein. Il y en a qui ont souffert, je le comprends. Mais enfin, nous, on n'a pas trop souffert, quand même, avec les jardins, tout ça. Mais il y en a qui en ville qui ont souffert. Et je me rappelle, nous, on n'avait pas mais pas loin, quand les Allemands sont partis, que les Américains, ils arrivaient. Et bien, à côté de chez nous, à Valréas, parce que vous connaissez Valréas, c'était à la ville, à 12 kilomètres, à 7 kilomètres, c'était pas loin. Les Allemands sont venus, ils ont ramassé dans la rue tous les hommes qu'il y avait dans la rue, les gens qui en avaient dans la rue, ils les ont fait mettre contre un mur, ils les ont tous fusillés. À cette époque, c'était à 7 kilomètres. Et à Valréas, il y a toujours le mur avec tous les noms des jeunes, de tout. Je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux qui se sont sauvés. Ça a été dur. Et à cette époque-là, j'avais un cousin, moi, au PEG, là où j'habitais. Il y avait un cousin, à cette époque-là, il faisait partie un peu des FFI, et puis des brassards, là. Il était déjà un peu... Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait passer devant le mur où ils avaient fusillé. Ils lui avaient dit, ça sera puis votre tour. Et lui, il est arrivé à se sauver, il s'est caché dans un camion. Et dans ce camion, alors ils l'ont emmené à Montluc, à Lyon, qu'à ce moment-là, il y avait il est resté là en prison, et là, il est arrivé des Américains ils sont arrivés de le faire sortir, et c'était autrement, il allait partir en Allemagne, là où il y avait tous ces cas, et il a eu de la chance, ce cousin, et maintenant, ses enfants, ils sont encore en vie. Mais c'était pas drôle à cette époque. Ils en ont beaucoup tué du monde quand même. Et nous, on était là, heureusement, dans les petits pays, là, on était un peu en retrait, alors on n'a pas eu de me faire mal. Et quand je suis venue à la Mure à 14 ans, c'était fini, il n'y avait plus. Et je me rappelle, il y avait mes cousins, ils avaient des grands copains, les Turcs. Vous vous rappelez qu'ils avaient un magasin là, sur la place, ils vendaient des habits, et le fils avait été tué par les Allemands. Il y a encore à côté de l'école, il y a encore le monument c'était guerre après qu'on est arrivé. Et moi, les Turcs, je les ai bien connus. J'allais souvent chez eux avec mes cousins. Ça a été une grosse affaire à la Mure aussi. Un jeune comme ça, aller le tuer. C'était pas rien. Ah, la guerre, ça a été dur quand même pour beaucoup du monde. Ça a été dur pour beaucoup du monde. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Là. Quelle chose la plus effrayante que j'ai... Effrayante, je vais vous parler d'une anecdote de l'armée.
où j'étais à la base d'approvisionnement. Donc on s'occupait, j'étais chauffeur à l'armée, et on était à la base à Palestro, comme si vous diriez Visil, hein, Palestro, et puis les pitons, c'est le Grand Serre, c'est le Connex, et le régiment était disséminé dans des villages de ces coins, et nous, on s'occupait de l'approvisionnement. Donc à ce titre-là, c'était bien. Mais à côté de ça, quand même, on était tout le tour de la base où on était, il y avait des barbelés, des gros rouleaux de barbelés, et je me rappelle qu'on prenait aussi nos tours de garde pour surveiller nuit et jour. Et les nuits, je me rappelle que des nuits où j'avais un mal de dents abominable, avec le fusil, à se promener le long de ces barbelés, comme pas la Cambrousse, mais le village on était extérieur au village, et il y avait des bruits, des animaux, des renards, des crapauds qui sautaient, mais je me rappelle que là je balisais. Franchement, là c'est les périodes, parce que à l'armée, on n'avait quand même pas le droit ni d'alarmer, ni de tirer des coups de fusil pour alarmer, pour rien, si on avait peur. Hein, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais si on ne le fait pas, et puis que c'est des gens qui veulent nous attaquer, on était quand même en période de guerre. Et ça, c'est des moments que je me rappelle peut-être le plus horrible de ma vie que j'ai vécu. En 1900, je vais parler de mon mari là. En 1979, mon mari rentrait de réunion de rugby, et quand il s'est mis au lit, il a senti une douleur. Et là, je me suis dit, il me fait un infarctus. Alors j'ai appelé encore à l'époque mon médecin traitant, il est venu tout de suite. Il m'a dit, Madame Vial, tout de suite le 15 et on l'emmène au CHU. Et là, on m'a dit, on vous donne 48 heures. J'ai vu mon mari perdu. Et il n'y avait que moi qui pouvais le voir à Grenoble. Et puis il s'est remis petit à petit. Ça ne l'a pas empêché de reprendre toutes ses activités après. Hein. Et il a été opéré du cœur sur Lyon. Et il avait dit, Monsieur Vial, il faut lever le pied. Il faut faire une chose, mais pas deux. Mais lui, il les a toutes refaites. Hein. Il était battant mort, vous voyez. Et ça, pour moi, ça m'a marqué aussi. Hein. Voilà, autrement. Et puis, le décès de mes parents, quand même. On est attaché à ses parents. Hein. Ah oui. Puis j'ai perdu un neveu aussi, un fils à ma sœur, qui était directeur à l'hôpital de Roanne, et il est mort d'un arrêt cardiaque. Et on n'a pas pu le sauver. Ça m'a marqué. Ah oui. Je vous dis, je suis sensible à tous ces problèmes, moi. Quand je vois quelqu'un qui est malade, qui est malheureux, ça me fait mal à moi. La plus effrayante. Oui, la plus effrayante, c'est quand on montait la garde en Algérie. Quand donc on montait la garde, il y avait des tours de garde, et là j'étais sur une base d'hélicoptère. Une base d'hélicoptère à Boufari, qui est dans l'Algérois. Et on montait la garde donc sur le tarmac. Et là, quand on montait la garde, les bidons de kérosène, entre la différence de température de la journée et de la nuit, donc ça faisait comme des coups pas des coups de pistolet, mais des grands bruits. On avait toujours l'impression que quelqu'un tapait, quelqu'un arrivait pour nous surprendre ou des trucs comme ça. Alors là, des fois, la peur, oui, on avait la trouille, quoi, de toute façon. Et à tel point que on avait un copain, un gars du Nord, quand il a entendu ce bruit-là, il a lâché un coup de mitraillette. Bon, ben, c'est vrai qu'il a pris des jours de tôle, mais c'est vrai qu'on avait vraiment la trouille, parce qu'on était que deux.
c'est vrai que c'était problématique. Il y avait toujours les Félagas qui étaient là à côté et qui pouvaient arriver du jour au lendemain. C'était sur la plaine de Mitidja. Alors du coup, c'était facile d'accès, quoi. Voilà, le plus, après le reste, les accidents de moto, non, on voyait une fois, mais bon, sans problème. Ça n'a pas été une grande frayeur. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oh non, je ne vois pas trop de... Effrayante. Ben, c'est quand on a appris qu'il y a eu des gens qui se sont fait tuer sur la roche par les Allemands, quoi. Les derniers, quand les Allemands partaient, c'était des jeunes qui habitaient à la motte d'Aveillan et qui sont montés dans le champ en pensant que les Allemands étaient passés. Seulement, manque de peau, il restait un camion. Et ce camion les a surpris en montant, il les a tués. Ils en ont tué peut-être 7, je crois, sur la roche, en montant en traversant. Oui. Il n'y a que des gens qui habitaient plus loin. Leur père, il travaillait à la Banque La Prudence. Lui, il est descendu, ils habitaient là. Les Vialais, et il leur a dit, vous ne bougez pas de là, vous restez où vous êtes. Vous ne partez pas. Et ceux qui sont partis, sur la roche, ils se sont fait tuer. Oui. Il y en avait, je crois, 7. Hein. Voilà. Effrayant. Ben, j'étais effrayé, mais j'y étais, je ne pouvais plus reculer. Dans mon entreprise, à Paris, à un moment, on a été envoyé sur Orly. Donc, pas les pistes qui servaient, mais les anciennes pistes qui étaient en béton pour les peindre, pour qu'elles durent plus longtemps, quoi. Donc, la peinture, on y allait par seau, on versait un seau et on roulait pour boucher, enfin bon, voilà, pour entretenir plus longtemps. Les pistes de secours. Et là, il y a mon chef qui a été convoqué par la direction d'Orly. Il y avait le mât d'Orly à repeindre. Et il a demandé si l'entreprise voulait bien le faire. Et le chef, il nous a convoqués, il a dit, est-ce qu'il y en a un qui veut aller peindre le mât d'Orly, hein. C'était haut. Hein. Et bon, il n'y a pas eu trop, moi j'ai dit oui. Il y avait une prime spéciale, j'ai dit oui. Et donc ils ont amené les pompiers, la plus grande grue qu'ils ont. La plus grande grue, elle arrivait à la cime du mât. Donc, quand je suis monté dans la grue, sur l'échelle, enfin, ça faisait comme une petite cabine, quoi. Bon, ben là, j'avais pas peur, mais à mesure que je montais, que ça montait, et que je regardais en bas, là, j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Hein. Là, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Ce que j'avais peur, c'est marrant, parce que j'avais peur que mieux ça montait et que ça allait faire décoller le camion. Parce que le camion, il me paraissait tellement petit. Et moi, en haut, j'ai dit, le poids que ça fait, le camion va décoller. Bon, le camion, il n'a pas décollé, je suis arrivé. Et j'ai réussi à peindre. C'est bien simple, avec le vent, le déplacement qu'il y avait, j'étais quand même loin. Je pouvais peindre que quand le mât il venait à ma rencontre. J'avais eu un gros pinceau et tout. Et quand le mât venait à ma rencontre, je peignais. Et j'ai réussi à le faire. Et quand je suis redescendu, j'étais pas vaillant. Hein, voilà. Ma plus grande peur dans ma vie, je crois que c'est ça là. Ouais. Bon, mais c'est pas ma descente avec le camion, parce que j'ai jamais perdu les pédales, c'est le cas de dire. J'avais plus de frein, j'avais plus rien. J'avais 12 tonnes de poussière dans le camion qui poussait, et
je savais que le moteur, il allait exploser. Hein. D'ailleurs, il a explosé. Il y a un trou dans le carter comme ça. Et les deux endroits, le premier endroit, en face du transformateur, j'ai trouvé que le chemin était trop étroit, que j'allais me baigner là. Et le deuxième, c'était la route de Saint-Sauveur. J'ai dit là. Et j'ai eu de la chance, parce que quand je suis arrivé, enfin, avant d'arriver là, j'ai doublé 2 camions. Un camion, c'était un collègue que je connaissais, et un autre, mais ça n'existe même plus maintenant, je crois. Ils avaient la cabine au milieu, et de chaque côté, ils pouvaient mettre de la ferraille, de la longue ferraille. Et là, le chauffeur était... Et je l'ai doublé, mais je n'ai même pas pu klaxonner, j'avais plus d'air. Donc je l'ai doublé, et c'est le premier qui est arrivé sur l'accident après. D'ailleurs, quand il est arrivé, il m'a dit « Je comprends maintenant pourquoi tu m'as doublé ». Il a vu que... Et à la route de Saint-Sauveur, à ce moment-là, il y a personne qui montait. S'il y a eu une voiture ou quelque chose qui montait, je ne pouvais pas. Donc j'ai donné un coup de volant, et j'ai pris la montée. Et en prenant la montée, le camion, la benne, elle a vrillé, elle s'est arrachée contre le rocher, et la poussière est tombée, elle a bloqué le camion. Donc, j'ai pas eu de choc avant. Le moteur était foutu, le camion amoché et tout. Mais j'ai pas eu peur. Je savais que j'allais sauter avant. Effrayante. Vous me posez que des trucs qui n'arrivent pas, quoi. Effrayante. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver d'effrayant? J'ai bien dû avoir quelque chose. Ou alors c'est toute petite où j'ai eu peur pendant la guerre, ça, oui. Ça, j'ai vraiment eu peur, là. Mais c'est tout, quoi. Et... oui. Parce que... là, pendant la guerre, je l'ai déjà fait, l'interview, alors donc je ne vais pas recommencer. Et on me disait qu'on n'avait pas de souvenirs à moins de 5 ans. Eh bien, moi, les souvenirs que j'ai de la guerre, c'est que ceux qui m'ont fait peur. Parce que j'ai dû en avoir des bons, hein, de souvenirs. Ben ça, j'en ai aucun. Mais... et ce qui m'a fait ressurgir ça, c'est quand on nous a dit pour le Covid de rester chez soi et de ne pas sortir. Je me suis dit, mais bon sang, mais pendant la guerre, on nous disait de ne pas sortir, mais on ne sortait pas. On mettait du papier aux fenêtres pour pas qu'on voit qu'on habitait là. Enfin, je veux dire, on obéissait à ce qu'on nous disait, sinon c'était une bombe. Je veux dire, là, j'ai été choquée. Et c'est ça qui m'a tout refait ressortir. Cette histoire de ne pas vouloir rester chez soi. Et puis alors là, j'étais sûre que ça allait se passer comme ça. Quand j'allais promener mon chien, j'avais droit à mon chien. Moi, j'ai toujours promené, alors c'était pas le Covid qui me l'a fait prendre. J'ai vu le nombre de gens qui prenaient des chiens, mais tout de suite, je me suis dit, mais ces pauvres bêtes, elles vont jamais, ils vont pas les garder, c'est pas possible. Puis c'est ce qui est arrivé, hein. Ça, c'est tout ça pour pouvoir avoir 1 heure de sortie avec son chien. Ça, voilà. Mais bon, à part ça, effrayant. Mes peurs, des peurs, si, ça, c'est sûr. La plus effrayante, c'est l'année de l'avalanche, en 81, qui a emmené les 9 chalets. Et la route était barrée, hein, et il y a eu un bruit qu'on a entendu, ça s'est passé un lundi matin, on avait les ouvriers, j'étais encore au restaurant La Chaumière, et on a entendu un gros bruit, et après tout était bloqué. Ah ben, par exemple, bon ben, tu vas voir un spécialiste, un professeur, si tu annonces par exemple un cancer, hein, voilà. Voilà le plus
À moi? Ben, perdre un enfant. Moi, j'ai perdu mon fils à 43 ans d'une crise cardiaque, voilà. Ah ben oui, alors, hein, on ne peut pas s'imaginer. Hein. Enfin bon, moi, il est mort d'une crise cardiaque, et ben voilà. Hein. Puis tout l'entourage, ben, j'ai dit, vaut mieux qu'il soit comme, excusez-moi qu'il respecte, mais s'il était cloué sur un fauteuil, là, il devenait fou. Ah ben bon, c'est comme ça. Effrayante. Ah, quand j'étais en Algérie, parce qu'on était venu nous prendre hein, pour nous mener chercher un arabe qui avait été tué au bord d'un oued. Et il collectait les impôts là-bas. Et finalement, c'est vrai que c'est là la première fois que j'ai vu quelqu'un d'égorgé. Il était égorgé au bord de l'oued. Et quand on y était, heureusement, on avait les gendarmes, mais c'était des Marocains. Ils regardaient, puis ils nous ont dit, regardez là-haut à la montagne. Vous voyez tous ceux qui sont assis là-haut, ils avaient meilleure vue que nous. Hein. Et finalement, ils ont braqué la mitrailleuse dessus et ils ont envoyé une rafale. Ils sont tous déguerpis et tous. On était surveillés. Ils nous attendaient là-bas aussi dans le ravin. Comme. Mais bon. Puis c'est d'avoir perdu des camarades, quoi. Un camarade que j'avais fait mon régiment avec au Maroc et tout, qui était de la Savoie, du Gine. Et bon, il lui fallait toujours conduire. Il conduisait les camions, il conduisait Et il a été pris au tir dans un virage et il y a une balle qui lui a traversé la tête et puis qui a même encore traversé la tête du lieutenant à côté. Mais le lieutenant, on avait perdu qu'un œil, lui. Tandis que l'autre, il est mort sur le coup. Et après, comme je connaissais ses parents et tout, je suis allé à l'enterrement là-bas. C'était pénible parce que les parents voulaient avoir des explications et tout. Mais on a évité de trop parler, quoi. Parce que c'est quand même des moments très durs. Voilà. Ben, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, parce qu'on entre dans la vieillesse, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'on perd beaucoup de choses. On attend. Oui, quand on regarde, c'est effrayant.